Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept incontournable pour comprendre Nietzsche. Je vous avais expliqué lors d'une vidéo précédente, celle sur la jeunesse du philosophe, que son adolescence est un moment charnière de sa vie, où il s'est rendu compte qu'il désire maîtriser ses instincts, ses sentiments, jusqu'à commander dans ses relations. Il s'y est essayé avec ses deux amis d'enfance. Mais cela, en se rendant compte qu'il lui a fallu passer par cet état contraire d'écoute, d'obéissance, notamment à l'école devant ses professeurs, pour intérioriser en lui cette force de commandement et ainsi l'employer à son tour. Nous allons parler d'un concept qui fait écho à une telle expérience, comme la projection d'un miroir sur une partie fondamentale de la vie de Nietzsche. La quête de maîtrise de lui-même, de sa sensibilité débordante, de ses douleurs, de ses relations, qui peuvent prendre des tournures dramatiques. Pensons à son amitié envers Wagner, dont la cessation brutale le hantera toute sa vie. Tout vient comme si ce concept vient parler un peu de lui, et à travers lui, de tout le monde, de vous comme de moi, comme si Nietzsche se prenait en otage pour parler de la condition humaine. Bien d'autres s'y sont essayés à se prendre soi-même comme exemple. Rousseau le revendique à travers son autobiographie Les Confessions. Ici avec Nietzsche, c'est à travers un réseau de concepts, dialoguant les uns avec les autres. Lui-même affirmait que la pensée d'un auteur n'était qu'un tour de passe-passe qui révèle sa propre biographie intérieure. Ses sentiments, les plus troubles et les plus vifs, les moins assumés et les plus déniés, sont maquillés à travers la pensée, mais se trahissent irrésistiblement pour se donner à être vus. Nietzsche n'en était pas exempt. Ce concept qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la volonté de puissance. On pourrait penser qu'il s'est fortement inspiré de Schopenhauer et de sa notion de vouloir vivre, et ce serait émettre ici un raccourci, étant donné que selon Nietzsche, Schopenhauer a trouvé sa notion de vouloir vivre de façon simplificatrice, en alléguant qu'elle était un réseau d'énergie pulsionnelle qui agissait en chaque être vivant, et qu'elle menait chacun à la destruction. Ce que reproche Nietzsche dans la théorie de Schopenhauer, qu'il a pourtant adoré étudiant, c'est que son ancien maître spirituel imitait à la fois des sentiments, des pensées, des affects, sans qu'il y ait de distinction entre ces trois modes de communication du corps. Et pour Nietzsche, la question centrale est bien d'édifier une architecture fine du corps et de son fonctionnement. Nietzsche va lui aussi remonter les phénomènes agissants à partir d'un seul principe. Mais sa différence avec Schopenhauer, c'est que lui va respecter la diversité des modes de déploiement de la volonté de puissance, en sorte que la volonté de puissance est tout à la fois une et multiple. Fait étrange, Nietzsche récuse même l'idée de volonté. Selon lui, elle n'existe pas en tant que faculté, celle que l'on connaît communément comme faculté qui nous pousse à choisir, à discriminer, à agir, ou plutôt à réagir. On parle de volonté de puissance, mais pourtant ce n'est pas nous qui voulons cette volonté, mais quelque chose en nous. Et c'est ce réseau dense, remarquable de complexité, qui signifie la volonté de puissance. Notre volonté consciente n'y est pour rien. Elle n'agit que de façon très superficielle sur les choses, et notre volonté consciente est elle-même engloutie par l'œuvre de la volonté de puissance. Donc comprendre ce concept comme une manœuvre consciente de l'homme est profondément erroné. Rajoutez à cela la notion de puissance. Dans nos esprits, les arcs réflexes cognitifs s'établissent aussitôt, comme un bond automatique. Quand des mots apparaissent à nos sens, nous leur donnons une signification figée et prédéfinie. Il est coutume par exemple de rapprocher la puissance d'une envie de domination, d'un accroissement individuel qui désire se suffire à lui-même, ou d'y voir encore une aspiration au pouvoir. Il n'en est rien selon le philosophe. La domination n'est qu'une modalité extrêmement partielle de la volonté. Sa puissance peut aussi se vérifier dans la soumission, nous le verrons plus loin. La sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster, éprise des idées du nazisme avant l'heure, ayant un mari lui-même nazi, fabriqua de presque toutes pièces une compilation des fragments du philosophe qu'il composait discrètement afin d'entériner un nouveau projet qui se serait intitulé « La volonté de puissance », si la folie n'avait pas entre-temps sapé son projet. Cette dernière a modifié, arrangé, assemblé ses différents écrits pour faire de son propre frère un promoteur des idées nazies
en le faisant passer pour un haineux, un nationaliste ou encore un antisémite. Hitler s'est lui-même enivré de certains écrits de Nietzsche. Il n'est pas trop simpliste de penser que Nietzsche lui semblait être parmi ces consolations qui allaient légitimer en lui cette envie maladive de puissance, au sens où une conception commune l'entend, de domination sur autrui et de gloire. Les concepts de surhomme ou de volonté de puissance, si mal compris, bien plutôt interprétés selon un complexe d'infériorité devenu pathologique, sont devenus les fers de lance d'une idéologie folle et pathétique. Ce qui est ironique ici, c'est combien de tels hommes ont mal lu Nietzsche, en ceci que ce dernier aurait qualifié leur projet comme le fruit d'un caractère haineux, plein de ressentiment, dont la volonté de puissance est aliénée. Volonté de puissance devenue furieuse de son impuissance originelle et qui donc a créé un sursaut de pseudo-force par compensation. Cette désolante accointance historique a entaché la réputation du philosophe. Mais heureusement, les voix qui ont tâché de restituer la vérité historique ont été plus fortes. Il faut dire que la sœur du philosophe n'était pas très crédible à vouloir fonder avec son mari une colonie au Paraguay, la Nueva Germania, dont le but était de régénérer l'humanité en l'épurant des cafards juifs pour laisser prospérer le germe pur des Ariens. Revenons au concept même de volonté de puissance. Selon Nietzsche, toute la réalité est gouvernée par la volonté de puissance. Étonnant, me direz-vous, en regard à ce que nous avons dit plus haut. Nietzsche semblerait succomber à une dimension essentialiste de la vie, comme le Schopenhauer qu'il critique pourtant. Mais là où Nietzsche ne tombe pas dans une pure contradiction, c'est que cette même volonté de puissance se déploie de façon infiniment différente selon les êtres, et selon des modalités différentes, des instances différentes. Nietzsche va même affirmer que la puissance ne se déploie pas de l'extérieur vers l'intérieur, elle se développe depuis l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes tous soumis à elle, nous en faisons simplement un usage différent. Nietzsche va à sa manière hiérarchiser cet usage, juger de la qualité d'une telle volonté. Elle se manifeste par une diversité incroyable de fonctions dans notre organisme, chacune fonctionnant à partir de ce principe organisateur. Il va d'ailleurs employer un vocabulaire basé sur la sensibilité pour décrire toute notre vie infraconsciente ou inconsciente si vous préférez. Il va notamment distinguer l'instinct, la pulsion et l'affect. Il s'agit d'une variation lexicale désignant grosso modo la même chose, mais prenant un sens spécifique selon l'objet que l'on étudie. Là où l'instinct mettra en lumière combien la conscience est au fond dérivée de processus souterrains qui sont premiers à lui et qui le dépassent, l'affect, quant à lui, renverra à l'affectivité bruissante de la volonté de puissance dans sa capacité à être affecté et à vouloir être dominé ou dominé. La pulsion, quant à elle, viendra apporter cette nuance subtile de contrainte et d'impératif de la vie affective débordante dans notre inconscient. Si décrire toute cette vie souterraine est fondamental pour lui, c'est bien parce qu'il a mis au jour, il n'y a pas que Freud qui l'a fait, combien notre vie n'est pas le fruit du gouvernement de notre âme, prenant le pas sur notre corps, qui est mortel et qui tromperait nos sens depuis des millénaires dans la philosophie. Pauvre corps que d'être relégué à des fonctions si ingrates. Au contraire, il va dire que toute notre psychologie est le fruit même de notre corps, que notre corps est celui qui délivre en premier les messages, qui organise notre vie consciente. En conséquence de cela, notre volonté n'est pas libre, transparente et consciente d'elle-même, ainsi que l'a fantasmé un certain Descartes avec son cogito. Je vous renvoie à ma vidéo sur lui. Bien au contraire, nos sentiments, nos pensées et nos agissements sont soumis à une vie nocturne, obscure à nous-mêmes, parce que se déployant depuis les bas-fonds de notre inconscient. Nietzsche va même jusqu'à presque théoriser les prémices du refoulement, tel que l'a découvert Freud. Dans Par-delà bien et mal, il énonce en effet cet aphorisme étonnant. « Je l'ai fait, dit ma mémoire. Je ne puis l'avoir fait, dit mon amour-propre, et il n'en démord pas. En fin de compte, c'est la mémoire qui cède. » Voyez combien le refoulement s'annonce ici, et d'un même trait, charcute l'idée d'une conscience à la fois superficielle et toute puissante dans la maîtrise des phénomènes au-dedans de lui. Et d'un même trait,
il annihile l'idée d'une causalité psychologique linéaire. Ce qu'il entend montrer à travers cette formule, c'est combien chacun de nous, ces instances dont je vous ai parlé, l'instinct, l'affect et la pulsion, entrent dans une sorte de réseau pour dialoguer, se confronter, parfois même collaborer, pour savoir qui l'emportera de son empreinte sur les autres. Tout un jeu de résistance et de maîtrise se crée. Des fonctions séparées se sont vues naître en nous suite à un impératif de collaboration, de lien et d'interdépendance. Des fonctions de contrôle et de maîtrise auront besoin de fonctions passives et soumises et vice-versa. Avant toute chose, la volonté de puissance en nous interprète la réalité pour lui donner une direction. Le sens n'est pas donné de toutes pièces, mais il est sans cesse redéfini et remodelé par elle. La chose est claire, une collaboration est nécessaire entre ces instances qui nous gouvernent. Je le rappelle, l'instinct, la pulsion et l'affect, dans un but de conservation, mais aussi d'accroissement. La volonté de puissance revêt en effet 3 aspects. Une mesure de conservation, très relative selon le philosophe, mais aussi de maîtrise, et ce par le recours à l'interprétation de ce qui se présente en lui, ce dont je viens de vous parler. Mais aussi, et surtout, d'accroissement, bien plus importante modalité que la conservation. On pourrait même parler de joie dans l'abondance. Toutefois, comprendre la volonté de puissance comme concept proposant une nouvelle théorie de l'homme est chose réductrice, incomplète. Il faut avant tout entendre la volonté de puissance comme une force qui provient de l'univers et qui irrigue tout ce qui s'y trouve, et par conséquent les hommes. On peut parler d'une transcendance dans l'immanence. Je m'explique. Une transcendance, c'est-à-dire une force extérieure, cosmique pourrait-on dire, mais qui est immanente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas isolée dans un recoin surplombant. Elle agit depuis l'intérieur de notre planète, des plantes, depuis le sol, les animaux, la matière, absolument tout. Elle agit donc tout à la fois depuis l'extérieur comme depuis l'intérieur de la matière. Elle agit comme une force d'accroissement, dût-elle tout anéantir pour ce faire. C'est dire qu'elle agit par-delà bien et mal, qu'elle se contrefiche des notions morales. Elle n'est que cette pure force qui vise à s'étendre indéfiniment. C'est pourquoi entendre la volonté de puissance comme une force propre à l'homme est un piège anthropocentrique, c'est-à-dire cette tendance en nous à vouloir penser que tout ce qui est autour de nous correspond à des attitudes humaines, comme ce chien que j'humanise un peu trop en lui prêtant bien plus d'attention qu'il n'en a, ou ce Dieu dont je gratifie de beaucoup d'humanité en lui prêtant de la bienveillance et de l'empathie. De ces modes d'action de la volonté de puissance, une véritable typologie des caractères humains va être pensée par le philosophe. 3 grands types seront longuement décrits. Premièrement, il y aura l'homme du ressentiment, celui dont les instincts de passivité auront été les plus vifs, mais qui seront contrebalancés par des pulsions dites réactives. En réaction à une douleur, un outrage, la volonté de puissance de la personne va réagir. Mais elle sera prisonnière, soumise encore quelque part parce que dépendante de l'action qui a été commise sur elle. Elle n'agit pas de son propre chef si vous voulez, mais relativement ou réactivement à une action qui l'a impactée. La soumission reste, et plus que jamais aggravée par le ressentiment, le remords ou encore la culpabilité. Nietzsche parle d'une volonté aliénée, qui pense vouloir alors qu'elle est avant tout possédée par une volonté. Deuxième type, le dernier homme. Il s'agit ici d'un homme qui ne croit plus en Dieu, et qui en conséquence se laissera entraîner dans les dérives d'un nihilisme morbide, c'est-à-dire qu'il ne croira plus en rien. Les valeurs n'auront plus de sens pour lui. Elles ne méritent aucune hiérarchie spécifique en ce qu'elles se vaudraient toutes. En cela, le dernier homme refusera la possibilité pour la volonté de puissance de s'affirmer et à l'homme de devenir ce qu'il est. Troisième caractère, un homme actif, joyeux. Un homme qui annoncerait le surhomme. Autre concept assez mal compris et qui fera l'objet d'une autre vidéo.
qui accepterait la volonté de puissance telle qu'elle est pour mieux se développer, s'améliorer, consentir au monde. Selon Nietzsche, la volonté de puissance est gage de qualité dans sa manière qu'elle a d'affronter des résistances. Il dit lui-même « J'apprécie l'homme selon le quantum de puissance et d'abondance de la volonté. J'apprécie la puissance d'une volonté selon le degré de résistance, de douleur, de torture qu'elle supporte et sait convertir à son avantage. » La perspective qu'a chacun vis-à-vis de la souffrance en dit long sur sa propre volonté de puissance qui agit en lui, chétive et malade si chaque occasion de souffrance l'amenuise et l'affaiblit, ou au contraire débordante et en pleine santé si la souffrance n'est qu'un prétexte à un autre jaillissement de puissance encore plus conséquent. La volonté de puissance n'est pas, comme nous l'avons vu, un concept qui entend rendre compte d'un banal épanouissement individuel. Ce concept n'a pas été édifié pour venir répondre au complexe d'infériorité des êtres humains, en mal de reconnaissance et dont l'ego est ébranlé. Cela serait plus rangé par Nietzsche dans le giron des derniers hommes, qui ne créent pas de nouvelles valeurs, mais au contraire désirent les remodeler à leurs avantages sans souci pour le sort des autres hommes et du monde. Zarathustra, cet annonciateur du surhomme, a tenté de montrer la voie, sans y être vraiment parvenu. C'est que pour conclure cette vidéo, nous allons aussi parler un peu des ombres de la volonté de puissance, qui n'est pas que ce concept rayonnant et solaire qui a séduit le plus grand nombre de lecteurs en mal de lumière et de promesses. La volonté de puissance est elle-même sans cesse menacée de déclin, de faillite, d'affaiblissement. Zarathustra lui-même y est irrésistiblement attiré. Zarathustra aspire à redevenir homme, tel qu'on peut le lire dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est que comme tout grand homme, le prophète aime aussi son déclin. La parenté avec le concept de pulsion de mort selon Freud, concept qui entend lui aussi rendre compte d'une tendance dans nos fonctions vitales à vouloir s'éteindre, est encore une fois troublante. Il dira encore « La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. » Mais l'homme a souvent besoin de son propre déclin pour mieux parvenir à l'apogée de lui-même et de son espèce. Mais Nietzsche ne met pas la possibilité que la poussée du déclin ne prenne le pas sur les rayonnements de la volonté de puissance. Dans nos démocraties fatiguées, devenues l'ombre d'elles-mêmes, à l'heure où les hommes se déchirent sur des questions de terminologie plus que de véritables problématiques. Dans ces terres arides où l'homme consomme et se consume depuis des décennies, la question d'une ascension et d'un gouvernement du dernier homme se pose. C'est sur ces paroles sibyllines et toutes pleines de questions que je vous laisse, en espérant que vous avez passé un moment agréable. C'est en tout cas toujours un plaisir pour moi. Je vous dis à très bientôt, et prenez soin de votre volonté de puissance.